La République, c'est moi. Ils sont dans les campagnes. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en Vous n'avez examen? pas le monopole du cœur. Pour être sérieux, il suffit pas d'avoir des cravates au travail. Pour être sérieux, il faut aussi aller au travail. Le bruit et l'odeur. Quelle indignité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Y'a que la politique qui compte, l'émission qui va vous faire aimer la politique. Avant toute chose, nous vous souhaitons une très belle année 2026, du bonheur, de la joie, la santé et plein de réussite dans tous vos projets. Sans plus attendre, place à l'actualité de la semaine. Société, pouvoir d'achat et énergie. Hausse des tarifs de l'électricité au 1er janvier. Depuis le 1er janvier, les tarifs de l'électricité ont de nouveau augmenté pour des millions de foyers. Une hausse qui touche particulièrement les ménages modestes et des classes moyennes déjà fragilisées par l'inflation. Le gouvernement justifie cette augmentation par la fin progressive du bouclier tarifaire, tandis que les associations dénoncent une facture sociale lourde en plein hiver. Politique municipale 2026 et abstention. Une abstention record redoutée dans les quartiers populaires. À un peu plus de 2 mois des élections municipales, plusieurs études alertent sur une possible abstention massive, notamment dans les quartiers populaires. Manque de confiance envers les élus, sentiment d'abandon, éloignement des institutions, les causes sont multiples. La question de la participation citoyenne s'impose déjà comme un enjeu central du scrutin. Société, paris sportifs et jeunesse des quartiers. Les jeunes hommes de banlieue défavorisés sont devenus des cibles privilégiées des entreprises de paris sportifs en ligne. Les opérateurs ne cessent d'accentuer la pression publicitaire et marketing à destination de ce public vulnérable. Un phénomène qui entraîne des comportements addictifs et qui est désormais considéré comme un enjeu de santé publique. France Intégration. George Clooney naturalisé français. Le comédien américain de 64 ans, sa femme Amal d'origine libano-britannique ainsi que leurs jumeaux, Ella et Alexander, ont obtenu la nationalité française le 26 décembre dernier. Une naturalisation confirmée par décret, publiée au journal officiel le lendemain. Là, c'est la deuxième rubrique de cette émission. Dans cette nouvelle rubrique, on a 2 invités qu'on va laisser se présenter. Honneur aux dames. Bonsoir. Bonsoir, Nadine Castillou. Je suis membre du collectif citoyen Génération Engagée et je suis maire adjointe à la mairie de Pantin. Enchanté. Vous êtes la bienvenue. Merci. Et quant à vous, monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent Bonsoir, pas? Ali Ossini, candidat aux élections municipales pour la France Insoumise à Tremblay-en-France et professeur d'histoire-géographie au lycée Aristide Briand Blanc-Ménil. Vous êtes aussi le bienvenu. Donc pour commencer cette rubrique, on va d'abord vous introduire au principe de la rubrique. Ça sera 3 questions. Il faudra y répondre par normal ou pas normal et étayer vos réponses. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? D'accord. Première question. Média. Caricature de Rokhaya Diallo dans Charlie Hebdo. Normal ou pas normal? Bien sûr, vous pouvez choisir qui commence. Honneur aux dames. Normal si on se place dans le cadre de Charlie Hebdo, qui est un journal satirique et, on va dire, reconnu pour ses caricatures. Pas normal par la caricature choisie qui, est une ceinture de banane qui fait référence à la ceinture donc, de banane que portait effectivement Joséphine Baker et qui renvoie à des clichés qui montrent la femme noire sous des aspects très réducteurs et qui sortent effectivement de l'aspect simplement caricatural, dans le sens où la caricature, elle force des traits, parfois des traits physiques d'une personne. Là, c'est au-delà de ça, c'est forcer un trait plus dans les idéologies et les préjugés, avec tout ce public d'hommes qui rit et qui rit aux éclats en la voyant danser. Je trouve que ça, c'est pas normal. La caricature d'un Charlie Hebdo, elle est récurrente et elle vise un certain nombre de sujets. Elle est polyvalente. Mais effectivement, la façon dont Rokhaya Diallo est caricaturée m'interroge. Je crois qu'elle a vivement réagi à la chose. Oui, tout à fait. Quant à vous, Ali, vous en pensez quoi? Normal ou pas normal selon vous? Pas normal. Moi, je serais beaucoup plus tranchant. Je prendrai un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que la liberté s'arrête là où elle ne dérange pas autrui. Et le racisme est un délit en France. Et la liberté d'expression est un droit, mais elle se limite. Et au bout d'un moment, quand on fait des caricatures qui sont purement racistes avec une vision néocoloniale, parce que c'est rien d'autre que du néocolonialisme, cette caricature, moi je pense que il faut intervenir politiquement et même judiciairement parlant, il faut porter plainte parce que c'est du racisme. On réduit encore une fois la femme déjà, en plus de ça une femme noire,
a une image de Joséphine Baker qui aussi est une image colonialiste de Joséphine Baker, parce que Rokhaya d'ailleurs l'avait dit, c'est une image de Joséphine Baker quand elle avait 19 ans, quand elle venait d'arriver en France. Joséphine Baker, ça se limite pas au fait qu'elle allait danser avec des bananes, en fait. C'est aussi une grande résistante qui a caché des personnes juives. On aurait pu la caricaturer autrement. Et en quoi cette caricature parle de la laïcité ? Enfin, on cherche encore. C'est vrai que c'est dur de trouver. Hein. Ok, parfait. Merci pour ces réponses. On va passer à la deuxième question, du coup. Erreur sur la nationalité de l'auteur de l'agression dans le métro. Normal ou pas normal ? Est-ce que vous voyez de quelle agression on parle ? Oui. La personne qui a été, dans un premier temps, présentée comme étant une personne d'origine étrangère sous OQTF, africaine, si j'ai bonne mémoire, et qui, du coup, a été déjà stigmatisée comme ça, avant que les journalistes reviennent sur l'information et nous apprennent, ou en tout cas apprennent au grand public que la personne était française, anormale. Clairement, je ne sais pas s'il y a besoin de rajouter ou d'expliquer pourquoi. Je trouve que c'est déjà une erreur journalistique de ne pas vérifier les sources d'une information qu'on peut communiquer. Et aujourd'hui, peut-être encore plus particulièrement, partir sur ces dérives-là. Je considère ça comme une dérive. Je trouve que c'est encore plus grave aujourd'hui, à quelques mois des élections municipales. Surtout qu'avant, ces informations se cantonnaient à certaines chaînes. Aujourd'hui, elles se répandent sur toute la toile médiatique. Ce qui n'est vraiment pas une bonne chose. Vous en pensez quoi, Ali ? Alors déjà, une première chose, je voudrais affirmer ma solidarité envers la victime et sa famille. Et deuxième chose, pas normal. Pas normal, parce qu'encore une fois, on stigmatise tout le temps les personnes racisées. Comme disait le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, on nous fait croire qu'il y a des Français de papier, quoi. Enfin, on retourne sous Pétain. Il y aurait des bons Français et des mauvais Français. Sous prétexte que monsieur n'est pas né français, donc il n'est pas un Français comme les autres. À partir du moment où on est français, on est français. C'est dur à comprendre pour tout le monde. Nickel. On va passer à la dernière question. Nouvel an. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés pour sécuriser les festivités du Nouvel An. Selon vous, normal ou pas normal ? Normal et pas normal. Moi, je pense que on a besoin des forces de l'ordre le jour du Nouvel An, mais pas que, tous les jours en vérité. Le problème, c'est que avec un chiffre aussi important, 90 000, c'est, je crois, la moitié des effectifs de police en vérité, parce qu'on a 180 000 policiers. Ça joue avec le sentiment d'insécurité. On veut faire croire aux gens, en fait, qu'il y a une insécurité grandissante et que on a besoin d'autant d'effectifs de police. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, il y a une vidéo qui a été tournée dans le 95, le soir du Nouvel An, où on a beaucoup de policiers qui sont dans une cité, et les policiers, ils sont un petit peu interloqués par le calme qu'il y a dans cette cité. Ils vont voir un jeune et ils disent alors vous avez pas de coups, vous faites pas la merde, et en live. Donc bon, c'est de l'incitation là. C'est de l'incitation. Donc en fait, moi je pense qu'il faut apaiser les tensions. On n'a pas besoin d'autant de policiers, on a besoin de policiers sur le terrain, mais pas autant. Je pense qu'on joue sur les peurs. Et vous, du coup, Nadine ? Normal dans le cadre de la sécurisation des grands événements, effectivement, qui rassemblent énormément de public. Après, la normalité, elle s'arrête effectivement dans une jauge qui reste cohérente et en tout cas en adéquation avec les risques qu'il peut y avoir à ce moment-là, effectivement, particulièrement. D'accord. Parfait. On va passer à la troisième rubrique de cette émission. Cette rubrique s'appelle « Les candidats face à la population ». Elle porte bien son nom. On a eu des questions de la part de nos habitants qu'on va vous poser. Et encore une fois, il faudra y répondre. Première question, du coup. Comment lutter contre l'exposition aux écrans des enfants de moins de 3 ans ? Alors, pour moi, ce qui est primordial, c'est la prévention et c'est l'accompagnement des jeunes parents, mais pas que des jeunes parents, avec cette problématique des écrans. Parce qu'on le sait que les scientifiques et les médecins le disent, normalement, un enfant ne doit pas être exposé aux écrans avant 3 ans. Oui. Et je pense qu'il ne faut pas uniquement taper sur les parents, il faut les accompagner et mettre un service public et une politique municipale qui accompagne les parents pour leur apprendre les bons gestes. Et aussi, un enfant de 0 à 3 ans, c'est là où il apprend, en fait. Oui. Et être devant un écran, c'est juste stérile, il n'y a aucune interaction. On regarde seulement. On ne communique pas, on n'apprend pas, on n'utilise pas ses mains. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire de la pédagogie, de l'éducation populaire, comme j'aime bien dire, pour éduquer les parents à être parents. C'est pas
c'est pas pour les prendre de haut, mais c'est pour expliquer qu'il y a des véritables dangers. Il vaut mieux prévenir que guérir. La prévention, c'est très important. Et voilà. D'accord, merci beaucoup. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, Nadine? Je rejoins Monsieur Housseni. C'est vrai que l'accompagnement à la parentalité est essentiel. On sait qu'entre 0 et 3 ans, sur les 1000 premiers jours de l'enfant, cet accompagnement, il est essentiel. Et ce qui va être mis en place sur ces 1000 premiers jours, ça va faire partie du développement de l'enfant ultérieurement, que ce soit au niveau scolaire, dans la société et dans son devenir de citoyen. Donc c'est important, et nous, avec Génération Engagée, on prône, ou en tout cas on souhaite la mise en place pour les familles qui n'ont pas la possibilité d'obtenir un mode d'accueil pour le tout jeune enfant, de pouvoir bénéficier d'ateliers et de lieux où on accompagne les parents d'enfants entre 0 et 3 ans sur ces façons d'occuper les enfants et de les éloigner par effectivement des activités, des ateliers, qu'ils soient culturels, artistiques, manuels, vers autre chose que des écrans. Et donc c'est vrai que c'est un vrai accompagnement à la parentalité, mais à la fois un service qu'il faut ouvrir au plus grand nombre, parce que ce sont les enfants des parents qui sont éloignés d'un accueil qui peut être collectif ou auprès d'une assistante maternelle qui sont le plus sensibles, ou en tout cas les plus soumis à ces écrans. Parce que les parents se retrouvent démunis, et il faut, je pense, les aider et les accompagner. Notamment, ça débloque aussi beaucoup de troubles néo-autistiques chez les enfants, malheureusement. Ok, parfait. On va passer à la deuxième question, du coup. Comment diminuer nos factures d'eau? C'est à moi de répondre, du coup? Ouais. D'accord. Alors nous, ce qu'on propose à la France Insoumise, c'est de faire en sorte que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits. Comment? Déjà en faisant en sorte que l'eau soit en régie publique et ne soit pas accaparée par des entreprises qui n'ont qu'un seul but, c'est faire du profit. Pour moi, l'eau, c'est un bien commun. Personne ne peut vivre plus de 3 jours sans s'abreuver. Tout le monde a besoin d'eau pour se laver. On parle de dignité quand même. C'est un bien commun, comme je le disais. Donc oui, pour nous, pour faire baisser les factures d'eau, déjà, il faut que l'eau soit en régie publique. Et deuxièmement, faire en sorte que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits. Traiter l'eau comme un bien commun. Exactement. D'accord. Du coup, Nadine? Sur Pantene, depuis 2024, c'est la même volonté politique. C'est effectivement avec la création de la régie publique de l'eau qui s'appelle Eau publique par Reste Ensemble, cette volonté effectivement de ne pas laisser la gestion de l'eau à des entreprises qui en font du profit, mais pouvoir permettre l'accès à de l'eau ou à l'eau de tous les habitants à des tarifs qui seront pour le coup maîtrisés pour chacun, et qui auront une gestion plus claire et transparente pour chacun. D'accord, merci beaucoup. On va passer à l'ultime question, du coup. Comment comptez-vous redonner envie de voter aux habitants qui ne se sentent plus représentés par la politique locale? Alors la première chose, c'est de faire en sorte que les élus soient vraiment représentatifs de la population. Faire en sorte qu'il n'y ait pas toujours les mêmes élus depuis 40 ans. On a besoin un petit peu de renouveau, on a besoin d'une personne jeune, par exemple, à la jeunesse, pas une personne qui a plus de 60 ans. Enfin, pour moi, déjà, c'est très important. Et au-delà de ça, il faut aussi donner constamment la parole aux habitants. Dans les grands projets, par exemple, les grands projets municipaux, quand demain on veut construire une nouvelle école, on rencontre les habitants, on va leur demander est-ce que vous êtes d'accord pour que l'entrée se fasse ici ou plutôt ici? Est-ce que vous êtes d'accord pour que le parking y soit là ou plutôt là? Pour moi, il faut consulter les habitants, parce qu'en fait, si on ne les consulte pas, les gens ils se sentent désintéressés, et en étant désintéressés, ils jettent l'éponge et ils ne vont plus voter. Et dernière chose, il faut vraiment faire comprendre, même si les gens le savent, que si on ne vote pas, en fait, les gens voteront pour nous. Et donc du coup, quand je dis pour nous, c'est pas pour nous candidats politiques, c'est pour nous en tant que citoyens qui ne vont pas voter. Et donc du coup, rien de mieux que nous-mêmes pour décider de notre avenir, plutôt de laisser de la place à quelqu'un d'autre pour décider pour nous-mêmes, quoi. Enfin, je crois qu'il faut aussi donner aux gens, ou en tout cas arrêter de faire aux gens, de tenir aux gens des promesses qui après ne sont pas effectivement tenues. Donc la campagne électorale, c'est le moment où on promet un certain nombre de choses, ou en tout cas on présente un programme. Les gens ont besoin, pour retrouver la confiance dans la politique, d'être sûr que ce programme qu'on leur présente
il arrive à son terme et il est mené en tout cas à bien. Avec Génération Engagée, on imagine, ou en tout cas on a pour objectif, pour pouvoir atteindre ce but-là, de créer un observatoire des citoyens qui permettrait à chaque habitant de s'emparer de ce programme et de le suivre, de suivre son évolution, sa mise en place, de l'évaluer pour pouvoir à tout moment réajuster, revoir les politiques publiques en fonction des besoins et des remontées des citoyens. Les listes multiculturelles qu'on peut avoir sur un organigramme municipal, elles sont pas suffisantes. Je pense que l'entrée dans la vie politique quotidienne des habitants du territoire, elle est essentielle pour qu'ils puissent retrouver cette confiance dans leurs partenaires politiques. En tout cas, dans ceux qui les représentent. Je trouve que c'est de vos avis se rejoignent, c'est une très bonne chose. Il faut toujours mettre le concerné au milieu de la concertation. Ok, parfait. On en a fini pour cette rubrique. On passe à la 4e rubrique, du coup, qui est la question qui pique. Monsieur Ossini, vous êtes candidat à l'élection municipale à Tremblay en France, alors que le maire sortant, François Asensi, a décidé de passer la main, après 35 ans à la tête de la ville, à sa première adjointe. Pourquoi ne pas faire alliance avec son successeur ? Très bonne question. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Alors, la première, je suis prof d'histoire, donc je vais remettre un petit peu de contexte historique. En 2020, aux dernières élections municipales, la France Insoumise avait fait le choix de l'union de la gauche, et pas uniquement la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts aussi, derrière la candidature de François Asensi. Notre liste a été victorieuse, plus de 70%. Bon, en même temps, il n'y avait pas beaucoup de participation. On était en plein milieu du confinement, c'était le Covid. Et donc, on s'est unis autour d'un programme. Ce programme, malheureusement, il n'a pas été respecté. L'an dernier encore, à un an des élections, il y avait plus de 60% du programme qui n'avait pas été mis en application. Wow. Et en plus de cela, à plusieurs reprises, la municipalité sortante, donc surtout Madame de Carvalho et Monsieur Asensi, ont renié les alliances de gauche. Donc en 2021, lors des régionales, en 2022, lors de la NUPES. Donc du coup, nous, pour toutes ces raisons, en 2022, on a décidé de quitter la majorité parce qu'on n'est pas uniquement là pour un poste, pour avoir des maires adjoints et avoir des postes. Nous, on est là pour être élus et mettre en place un programme. Ce programme n'a pas du tout été mis en application. Donc, pour toutes ces raisons, on a préféré quitter la majorité, tout comme Europe Écologie Les Verts, qui, eux, l'ont fait au bout de 6 mois de mandat. Bon, force est de constater qu'aujourd'hui, ils sont repartis avec eux. Finalement, on a mis la poussière sous le tapis au niveau d'Europe Écologie Les Verts, sachant qu'ils voulaient construire avec nous l'avenir. Mais bon, ça les regarde. Donc, ça veut dire n'est pas possible ensemble, du coup. On est en démocratie, on a encore la chance d'être en démocratie même, j'ai envie de dire. On a la possibilité de se présenter. Quand il y a des avis qui sont divergents, on se présente. Et puis, l'union de la gauche, moi je suis favorable à l'union de la gauche, mais autour d'un programme. Quand ce programme n'est pas respecté, je suis plutôt de ceux qui disent une fois pas deux. On comprend. Du coup, Alice, ça va être à votre tour de poser une question à Nadine. Alors, en 2026, plusieurs candidats se sont déclarés à gauche. Avez-vous fait votre choix ? Oui, Génération Engagée a fait son choix. Effectivement, il y a plusieurs candidats à Pantin. En mi-décembre, le groupe écologiste à Pantin a fait le choix de rejoindre Bertrand Kern et le collectif Pantin au cœur. Et on a décidé à Génération Engagée de se joindre à cette liste-là. C'est un choix qui nous a semblé avoir du sens parce que on a en tout cas des valeurs communes sur l'engagement citoyen au sein de cette nouvelle liste et de la participation citoyenne, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose auquel on est attaché et donc c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on a effectivement rejoint cette liste-là pour les prochaines élections municipales. Parfait. Merci beaucoup pour ces réponses. On va passer à la dernière partie de notre émission, c'est le duel. Donc on vous retrouve dans un instant avec un changement de plateau. Candidats racisés. Candidats racisés, question politique. Faut-il des candidats racisés aux municipales dans les villes populaires ? Si, moi j'ai juste peut-être en préambule, j'aime
pas spécialement le mot racisé, voilà. Tant mieux, alors je suis ravie qu'on soit deux. Ça me pose un souci à la fois par la définition de la race et autre chose. Si on parle de liste multiculturelle et représentative de la ville dans laquelle on est, oui, je pense qu'il faut que pour que le citoyen se sente écouté, se sente aussi, s'intéresse aussi à la vie politique. Il ne faut pas qu'il ait le sentiment que cette vie politique, elle est faite par des gens qui ne lui ressemblent pas, qui ne connaissent pas ses besoins, qui ne connaissent pas ses problématiques, qui ne sont pas en capacité de s'identifier avec lui. Donc je pense que c'est important qu'une partie de cette classe politique, elle reflète la ville dans laquelle elle évolue. Après, presque j'aurais envie de m'insurger contre le mot racisé. C'est un terme qui me perturbe. Alors peut-être simplement en aparté par mon cas personnel. Mon père est... tout le monde est français chez moi. Mon père est blanc, ma mère est noire, puisqu'on va le dire comme ça. Si je dois me classer dans une race, je suis assez perdue dans tout ça. Donc c'est vraiment un terme que je déplore et qui devrait même pas, que je pense qu'on ne devrait pas utiliser comme ça, un peu comme ça, sans trop en comprendre le sens. Après, une vraie représentativité de la population me semble essentielle pour que les gens se retrouvent dans cette politique qu'on peut mettre en place. Alors moi, de mon côté, je suis assez d'accord. J'aime pas le mot racisé parce que ça donnerait raison aux racistes. Ça veut dire qu'il y aurait plusieurs races et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Moi, je parlerais plutôt d'ethnie et de personnes issues de l'immigration. Quand on est candidat, on est quoi qu'il arrive français, parce que jusqu'à preuve ou citoyen européen. Parce que pour les élections locales, c'est plus différent, mais jusqu'à preuve du contraire, il faut être français pour être candidat. Et moi, je vois pas un noir, un arabe, ou ceci ou cela. Moi, je vois d'abord un français et quelqu'un qui a des idées et qui propose ses idées. Par contre, j'aimerais qu'il y ait plus de représentativité dans les têtes de liste, surtout dans les quartiers populaires, parce qu'il y a une histoire derrière. On nous a un petit peu tous parqués au même endroit, nous, personnes issues de l'immigration, pour des questions socio-économiques, aussi parce que les usines étaient sur l'Est parisien, et donc du coup, qui était ouvrier à l'époque, en grande majorité les personnes issues de l'immigration, et faisaient aussi les travaux pénibles. Aujourd'hui, on ne nous a pas permis la possibilité d'avoir un peu plus de mixité sociale dans d'autres départements. En Seine-Saint-Denis, c'est un peu plus particulier. On a une grande partie de la population qui est issue de l'immigration et qui est française à part entière. Et pour moi, je pense qu'il est normal qu'aujourd'hui, on ait des têtes de liste qui soient issues de l'immigration et pas uniquement un deuxième candidat ou un troisième candidat, parce qu'on en a un petit peu marre d'avoir un arabe de service ou un noir de service. On veut aussi des personnes qui soient aussi candidats tête de liste. Pour moi, c'est important. Cannes 2026. Ok, là c'est une question sport. Cannes 2026, la Cannes au Maroc est-elle une réussite? Alors, d'un point de vue sportif et culturel, oui, c'est une réussite. Après, moi, j'ai une vraie question. Mais c'est une question qui n'est pas propre à la Cannes 2026, c'est une question qui est propre à chaque événement sportif international. Est-ce que cette Cannes, et je l'espère, va être un véritable plus pour la population marocaine et africaine après 2026. Je ne veux pas recentrer le débat sur d'autres événements sportifs internationaux, mais on a vu par exemple à Rio en 2014 que les retombées économiques pour les habitants de Rio, c'était pas forcément incroyable. On voit aussi en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas eu énormément d'infrastructures finalement qui ont été construites pendant les JO. Donc moi, c'est ça ma vraie question. Oui, c'est une réussite à l'échelle internationale et culturelle, mais est-ce qu'il y aura un véritable plus pour les Marocains? Ça, c'est une question qui est vraiment à poser. Oui, mais je crois que je rejoins effectivement ce que vous dites. C'est vrai que, voilà, alors, non pas que je m'intéresse au football de manière très, très assidue, mais effectivement, c'est une réussite sportive, l'événement, à son public, l'effervescence qui va avec. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il n'y a pas de sujet. Mais je pense que, comme les Jeux Olympiques très récemment sur le département, reste la question de et post
Cannes, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'il advient des infrastructures qui ont été construites, mises en place pour la population. Et ça a été le sujet à chaque événement, gros événement effectivement sportif, c'est le après-sport et pour les futures Coupes du Monde, je pense que ce sera le même débat. Après, quelle solution on peut mettre derrière pour s'assurer qu'effectivement tout ce qui est, ou en tout cas une bonne partie de ce qui est construit et mis en place sera au bénéfice de la population une fois l'événement sportif passé, c'est un enjeu et un objectif qu'on doit avoir en tête pour les prochains événements, effectivement, quel que soit le lieu où cet événement se déroule. Parfait. Présidentielle 2027. Question politique, présidentielle 2027. Qui à gauche peut l'emporter en 2027 ? C'est une question intéressante. De prime abord, je serais à regret de dire comme ça que je ne vois pas le candidat qui se détache, en tout cas aujourd'hui à gauche pour la présidentielle. Néanmoins, je crois que le rassemblement des forces de gauche, un vrai rassemblement des forces de gauche et citoyennes serait la seule alternative pour que la gauche revienne au pouvoir en France en 2027. Ce rassemblement, il doit, à mon sens en tout cas, être formalisé en amont et pas les quelques mois ou quelques semaines, trimestres avant l'élection, mais être une vraie construction. Sûrement partir, peut-être des municipales là qui arrivent jusqu'en 2027 pour porter une vraie alternative à gauche qui pourrait être suffisamment rassemblante et fédératrice pour que la gauche puisse l'emporter en 2027. Moi, de mon côté, je pense que pour une union à gauche, il faudrait d'abord un programme qui soit respecté et que l'union ne soit pas juste une union pour faire l'union. C'est très bien pendant les élections de dire voilà, on est unis, on se met autour d'une table, on va discuter et puis on se partage telle circonscription pour faire tant de scores, etc. Mais c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est quel programme ? Parce que si on fait une union de la gauche derrière un programme qui au final est une plate copie de ce que déjà proposé Macron, non merci. Ce qu'il faut, c'est en vérité une gauche de rupture qui parle de justice sociale, qui parle d'écologie populaire, qui parle aussi du portefeuille et qui n'a pas peur aussi de prendre des véritables engagements, même à l'international, quand on parle du génocide des Palestiniens. C'est pas une gauche qui va se tirer dessus sous prétexte que génocide ou pas génocide. Pour moi, il faut vraiment une gauche qui soit claire, une gauche de rupture. Ensuite, sur qui, en tant que candidat, peut porter ce programme, pour moi, c'est secondaire. Même si, aujourd'hui, on nous l'a déjà prouvé à plusieurs reprises, et notamment en 2022, on n'a pas forcément besoin d'union pour aller au deuxième tour. En 2022, Mélenchon est à 0,8 points du second tour, alors qu'il y avait tous les partis de gauche qui s'étaient présentés unis, indépendamment. Donc l'union, oui. Après, est-ce qu'elle est nécessaire pour faire gagner la gauche ? Je sais pas. Je me pose encore la question, parce que à force de faire l'union et ensuite de la défaire, est-ce que l'union existe vraiment ? Ça, c'est une vraie question. C'est pour ça que si je peux rebondir, je dis qu'effectivement, c'est pas une union pour la forme. Et que simplement, à 6 semaines des élections, 8 semaines, il me paraît pas satisfaisant et avoir du sens, parce qu'effectivement, un certain nombre de partis, comme si, rien n'avait été anticipé, réfléchi auparavant, de dire, pour y arriver, il faut qu'on se mette tout ensemble. Ça ressemble plus à un calcul mathématique qu'à un calcul politique et d'engagement programmatique. Mais c'est pour ça que peut-être le travail qui pourrait être mené est un travail effectivement programmatique, mais du coup qui nécessite plus de temps de préparation pour effectivement trouver des lignes communes et des engagements qui soient communs aux diverses forces de gauche et qui pourraient du coup ne pas être contestés une fois l'élection passée ou ne pas être remis en question effectivement l'élection passée. Moi je suis d'accord sur le fait que qu'on s'unisse juste pour avoir des sièges, ça me paraît
peut avoir du sens, et c'est comme ça qu'on décrédibilise, à mon avis, la politique et l'homme politique, ou en tout cas le personnage politique. Mais travailler ensemble pour construire quelque chose autour d'un programme et de valeurs communes, je pense que ça peut effectivement participer à une victoire effectivement de la gauche en 2027. Je suis à moitié d'accord. Par exemple, on pourrait pas. Enfin, moi aujourd'hui, je trouverais inimaginable une alliance de gauche entre le Parti socialiste qui a voté le budget d'Emmanuel Macron et le Parti communiste, la France insoumise, et une partie d'Europe Écologie Les Verts qui a voté contre. Enfin, c'est pas possible. On peut pas vouloir une union tout en votant pour la politique de casse publique, la politique de casse de justice sociale, la politique anti-écologique qui a été mise en place par Macron. Et ça veut dire que si on part, j'entends complètement ce que vous dites, mais est-ce qu'à un moment, il faut forcément, pour qu'il y ait une alliance entre différents partis de gauche, qu'il y ait à un moment, d'un côté ou de l'autre, quelques concessions? On va donner un exemple. Sont possibles à un moment? Je questionne, j'ai pas Moi, ce que je vois, c'est l'international. On a vu, par exemple, en Argentine, gagner l'extrême droite gagne. Elle gagne pourquoi? Parce qu'on avait le choix entre une gauche très molle, une gauche un peu à la Glucksmann, qui dit voilà, il faut faire de l'écologie, mais on t'explique pas trop comment. On te dit il faut de la justice sociale, mais on veut pas taxer les plus riches. Forcément, cette gauche-là, elle perd face à l'extrême droite. Et à l'inverse, on a le Mexique, où pareil, on a une extrême droite et on a une gauche de rupture, une gauche radicale, qui elle a un programme et dit on va taxer les plus riches pour faire en sorte qu'il y ait de la justice sociale, on va faire une véritable écologie populaire, et là, comme par hasard, ça passe. La gauche, elle gagne. Moi, ce que je pense, c'est vraiment, il faut que la gauche, elle arrête de se taper dessus en fonction de oui, un tel parle trop fort, oui, un tel ceci. Non. Le véritable problème, c'est le programme. Qui est contre ce système capitaliste qui broie les gens dans leur quotidien et qui est pour uniquement le modéré? Moi, je suis pas de ceux qui se disent Macron, il est président, on va peut-être voter son budget. De toute façon, c'est pas grave, la retraite à 64 ans, elle va être décalée de quelques mois. Moi, je suis pour ceux qui disent non, on a les moyens de mettre la retraite à 60 ans avec 48 annuités, donc on va le faire. Pour un vrai engagement programmatique avec effectivement un programme qui correspond aux idées de gauche, finalement. Merci beaucoup pour ces réponses. On va passer à la dernière question. Qu'est-ce qui vous différencie réellement? J'ai une question pour cette question. Pourquoi s'être présenté en candidat anti-NUPES en 2022 lorsqu'il y avait une union des gauches dans votre circonscription? Pour ce que je viens de dire. Parce que j'ai eu le sentiment que c'était une union pour récupérer effectivement des sièges et sans réellement quelque chose qui apportait aux citoyens, aux habitants quelque chose et un programme qui pourrait être mené à bien. C'est la raison qui a fait que effectivement, j'étais à côté de la NUPES, ou en tout cas en dehors de la NUPES. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs? Mobilisez-vous et faites en sorte que la vie vous appartienne en allant voter, parce que les gens vous arrachent votre vie en votant à votre place. Et tout est politique. Quand vous achetez votre baguette de pain, quand vous payez vos factures, quand vous payez vos impôts, tout est politique. Donc prenez votre carte d'électeur et allez vous exprimer. Finalement, on n'est pas si différents. Je crois qu'effectivement, je dirais aux gens, soyez nombreux le 15 mars et le 22 mars à vous mobiliser et à vous rendre aux urnes. C'est important pour vous. Voilà, c'est la fin de cette émission riche en échanges et en débats passionnés. Un grand merci à nos invités du jour d'avoir joué le jeu et d'avoir, comme on dit, mouillé la chemise. Si vous aussi, vous êtes engagés, si vous avez des idées, des convictions, et que pour vous, il n'y a que la politique qui compte, alors rejoignez-nous. Pour participer à l'émission, contactez-nous sur nos réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, la politique, ça se joue aussi ici. À très bientôt pour un nouveau numéro de Y'a que la politique qui compte.